Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Alors la chèvre et le chou, c'est une émission qui s'intéresse tout d'abord à la biodiversité en ville, et cette année on s'est orienté particulièrement sur la question du végétal, en lien entre autres avec les projets de végétalisation qui émergent en ville, ici et là, de plus en plus, et qui sont d'ailleurs au cœur de nombreux enjeux. Et si une partie de la biodiversité est particulièrement appréciée par les citoyens et citoyennes, il existe aussi tout un tas d'espèces parfois moins désirées, voire même jugées comme nuisibles, ou vilaines, ou mal aimées. Pourtant, ces espèces ont tout autant leur place dans le fonctionnement des écosystèmes et sont là depuis bien longtemps. Notre objectif est donc d'explorer toutes ces facettes de la biodiversité, celles désirées et celles qui l'est moins. On reçoit aujourd'hui Nicolas Orliac, entomologiste au Conservatoire botanique national de Franche-Comté, spécialisé notamment sur les punaises et leur interaction avec le végétal. Les punaises, c'est pas loin de 1400 espèces différentes en France, des insectes piqueurs-suceurs, qui utilisent leur rostre, une pièce buccale modifiée en une sorte de seringue, pour se nourrir de différents organismes, dont des plantes. Et évidemment, on a en tête les punaises de lit, le genre Cimex, avec 2 espèces en France qui posent problème, qui grattent. Ce qui est anecdotique par rapport à l'immense diversité de ce groupe, Encore une fois, 2 espèces sur 1400, je trouve pas ça énorme. Aujourd'hui, focus sur les punaises et leurs plantes hôtes avec Nicolas Orliac, qui les porte vraiment dans son cœur. Salut Nicolas, très heureux d'échanger avec toi. Comment ça va ? Bonjour, ça va super et toi ? Parfaitement bien. Donc en plus c'est pas la première fois qu'on a l'occasion de discuter avec quelqu'un du Conservatoire botanique national. Il y a 2 mois on recevait déjà Adeline Herd qui est phytosociologue. Toi, t'es un petit peu un cas particulier au sein du CBN. Tu es entomologiste, donc tu étudies les insectes. Et tu peux nous expliquer comment est-ce qu'un organisme comme le CBN a priori orienté vers le végétal accueille des parias de ton acabit ? Bon, en fait, c'est vrai que c'est un peu une exception. C'est le seul conservatoire botanique en France à présenter une antenne basée sur l'entomologie, donc l'étude des insectes. Et c'est un petit peu un hasard, c'est le fait qu'au moment de sa création, le CBN, il y avait des missions d'une autre association dans la région, donc la région qui est la Franche-Comté. Il y avait d'autres personnes d'une autre association qui s'appelle l'OPI, qui est aussi une association nationale, qui avait plus ou moins les mêmes buts, et du coup c'est le CBNFC ORI lié d'une fusion entre le CBN et une branche de l'OPI, donc qui est une autre association. D'accord. Et donc voilà une nouvelle branche invertébrée au CBN. Et est-ce que toi tu peux nous parler notamment des punaises, bien que c'est pas que les seuls insectes que tu étudies, mais en tout cas le lien que tu as avec ce sous-ordre d'insectes, pardon. Bon, alors comme tu le soulignais, moi, ce qui m'intéressait assez dans ce groupe, c'était justement le fait qu'il soit assez méconnu et mal aimé. Et c'est vrai que ça permet de faire progresser, en quelque sorte, les connaissances assez rapidement par rapport à d'autres groupes qui sont plus connus, comme les oiseaux ou les mammifères, où on a déjà acquis un certain nombre de connaissances. Là, peut-être pas à chaque fois qu'on sort sur le terrain, mais régulièrement, on peut faire des découvertes, que ce soit sur la biologie ou l'écologie des espèces, qui vont être des choses nouvelles, qui vont être des choses inconnues. Ou même sur la distribution, on connaît de leur distribution, c'est très fréquent qu'on trouve une espèce qui avait jamais été vue dans une région ou dans un département. Et je trouve que ça, c'est ce qui me passionne assez dans l'étude des punaises. Et alors, comment tu fais pour les inventorier ? Tu sillonnes les hôtels malfamés en cherchant sous les matelas ? Comment est-ce que tu fais pour retrouver des punaises ? Finalement, c'est vrai que les punaises de lit, on en voit assez rarement quand on cherche des punaises, parce que c'est vraiment un milieu spécifique. Mais donc pour résumer un petit peu, les punaises, elles vivent vraiment partout dans la nature. Elles exploitent vraiment des niches écologiques extrêmement variées. On peut tout d'abord parler des punaises qui vivent au niveau du sol. Voilà, c'est une part très très importante des espèces qui vivent finalement au sol, que ce soit dans les prairies au niveau du sol sous l'herbe, dans les forêts, dans la litière, dans des pelouses au niveau des zones complètement dénudées. Ça, c'est la première strate. Ensuite, la deuxième strate, il y a tout un tas d'espèces qui vivent dans la strate herbacée, donc sur les végétaux, que ce soit dans les lieux humides ou secs. Ensuite, on a d'autres espèces qui vont vivre plutôt au niveau de la strate arbustive, sur les saules, sur les aulnes, dans tout ce qui est buissons, les pruneliers, les aubépines. Et enfin, on va avoir également des espèces qui vivent carrément dans la canopée, en haut des arbres. Voilà. Et tout ça, ce ne sont que les punaises terrestres, puisqu'il y a également les punaises aquatiques.
Oui, je crois que ce sont les seuls insectes à avoir réussi à coloniser les océans, ce qui est une belle preuve de courage, on peut le souligner. Et dans le cadre des prospections dédiées aux punaises que tu as pu faire, j'imagine que forcément tu es en contact étroit avec les végétaux, mais toi du coup les végétaux tu les vois uniquement comme des mets de choix pour tes amis punaises ou ça va un petit peu plus loin quand même? Alors c'est vrai que au niveau de mon travail, en tout cas, c'est assez intéressant d'avoir ces regards croisés entre le travail de botaniste et le travail d'entomologiste, parce que les deux mondes, on va dire, se croisent et interagissent en continu. Et donc c'est vrai que les végétaux, on peut les voir comme des plantes, ce qu'on appelle les plantes hôtes, donc c'est-à-dire les plantes dont vont se nourrir les insectes. Là, on parle des punaises, mais ça, par exemple, les chenilles des papillons, voilà, ont toutes des plantes de prédilection sur lesquelles elles vont se nourrir. C'est ce qu'on appelle donc les plantes hôtes. Et les punaises, les papillons, les insectes de manière générale vont être plus ou moins difficiles sur le choix des végétaux. Donc, il y en a qui vont être ce qu'on appelle monophages, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être strictement sur une seule et unique espèce de végétal. D'autres qui vont être un petit peu plus polyphages, ils vont par exemple être sur une famille de végétaux ou sur un genre. Et d'autres vont être complètement polyphages et être sur différentes familles de végétaux. Mais ça, c'est assez rare. En général, il y a quand même un choix qui est fait. Donc, on peut voir les végétaux, voilà, comme une plante, enfin, comme une source de nourriture. Mais après, il y a également beaucoup de végétaux qui servent de support, quoi. C'est des endroits où on va chercher les punaises, mais elles vont pas forcément se nourrir de la plante en question. Ouais, c'est des perchoirs à punaises en quelque sorte. Oui, et même pour les insectes en général, voilà, c'est juste des zones on va dire, où elles vagabondent, où elles sont là de manière opportuniste. Ok. Et donc, au même titre que nous, en France, avec la mondialisation, nos alimentations évoluent, on voit que c'est un petit peu le cas également avec les punaises. Hein. Dans le cadre d'un inventaire que tu as mené avec le CBN, tu t'es notamment penché sur Adomerus fusipennis. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est une petite punaise noire avec un liseré blanc qui court plus ou moins sur le sol. Et donc, elle, c'est d'abord une punaise qui est liée à la 130 à feuilles étroites, 138 angustifolius, donc une plante plutôt montagnarde, et qui a profité en fait de l'expansion de sa cousine, la 130 rouge, qu'on appelle aussi lilas d'Espagne, le 130 ruber, qui, elle, s'est développée pas mal en ville, via les voies ferrées notamment, etc. Comment t'expliques ce changement d'alimentation et qu'est-ce que la mondialisation nous dit sur les punaises plus largement? Alors, c'est un cas vraiment assez particulier, cette petite punaise, et elle reflète probablement plusieurs autres espèces qui ont fait ça. Mais si je peux commencer par introduire, c'est vrai que quand on se pose ce genre de questions, on a très vite on va dire beaucoup de points, on n'arrive pas à trouver une réponse qui concerne les punaises et de manière générale, tous ces groupes qui sont méconnus, on manque de données historiques. Par exemple, voilà, on parle de 138 angustifolius, et voilà, on sait qu'elle a été là, elle est encore dessus aujourd'hui. Cette punaise utilise encore comme ressource alimentaire aujourd'hui, mais on a du mal à savoir, est-ce qu'elle était exclusivement sur cette plante, et voilà. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on a beaucoup d'interrogations. Et ensuite, donc, pour parler de la 130 rouge, donc, c'est une plante, on va dire, qui n'est pas indigène, qui a été introduite, mais il y a très longtemps en France, il y a plusieurs centaines d'années. Et finalement, c'est une plante avec laquelle la punaise n'aura probablement jamais été en contact. Les aires de répartition ne se seraient jamais superposées si l'homme ne l'avait pas amenée. Et donc, d'une certaine manière, c'est une forme d'opportunisme. Et ça fait aujourd'hui que l'aire de distribution de la punaise est très probablement bien plus importante que ce qu'elle a pu être autrefois, car le 130, comme tu le soulignais, c'est une plante qui est liée au milieu de montagne, mais aussi et surtout, c'est une plante liée au milieu rocheux, assez bien exposée, et c'est pas une plante qu'on peut dire commune, quoi. Là où je suis, par exemple, dans le Jura, c'est même plutôt une plante rare. Après, dans les Alpes, elle est plus répandue. Mais voilà, aujourd'hui, le 130 rouge, à contrario, on le retrouve beaucoup en ville, comme tu disais, sur les voies de chemin de fer, dans les villages. Et ça fait que voilà, la punaise a profité pour le coup des activités humaines. Mais ce n'est pas toujours le cas, quoi. Mais est-ce que du coup on peut imaginer que les choix dans les pavelettes végétales qui sont faites le plus souvent en ville peuvent créer en fait de nouvelles affinités un petit peu inédites? Est-ce que tu as des punaises en tête ou même des plantes qui offrent ça à voir? On va dire que de toute façon les choix des végétaux dans les aménagements sont jamais anodins. Et je dirais que d'une manière générale, c'est toujours mieux de préférer
le végétal indigène. Parce que là, les associations entre guillemets entre le végétal et les animaux, elles existent déjà. Après, en effet, quand on va mettre en place des végétaux qui sont non indigènes, on peut se retrouver avec ce genre d'association, des fois un peu surprenante, entre la faune indigène et des plantes exotiques. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Comme autre exemple, on peut citer, tout ce qui est euphorbes exotiques en général, les euphorbes en ville. On retrouve toute la faune qui est sur nos euphorbes indigènes, elle s'adapte très bien. Même sur tout ce qui est ligneux en général, les saules ou les chênes exotiques, on retrouve un pourcentage plus ou moins important de nos espèces indigènes qui va s'y adapter. Pour autant, on a des liens entre les plantes et les punaises qui peuvent être vraiment parfois très très précis. On a même un genre de punaise Phytochoris, qui veut littéralement dire en grec punaise des plantes. Donc un genre assez complexe avec de nombreuses espèces sans doute encore non décrites et très souvent spécifique d'une seule espèce de plante. Est-ce que t'as quelque chose un petit peu à nous raconter à ce sujet? Les Phytochoris, c'est comme un bon nombre de punaises. Ils ont quelque chose de spécifique, c'est qu'ils sont à la fois phytophages et à la fois prédateurs opportunistes. C'est-à-dire qu'ils vont souvent être liés à, comme tu me disais, un nombre de végétaux, d'espèces végétales assez réduit, voire monophages, et en même temps, ils vont se nourrir de manière opportuniste sur tout ce qui est petits insectes qui vont se trouver à sa portée, qui va pouvoir consommer facilement. Donc c'est souvent plutôt des choses qui se déplacent lentement. C'est une adaptation quand même assez avancée qui va lui permettre d'avoir de la nourriture, de maximiser ses chances de trouver de la nourriture et puis d'avoir moins de déplacements à faire. Voilà, donc c'est des choses qui ont vraiment évolué, qui sont adaptées à leur milieu. Ouais, c'est des espèces intéressantes. Et est-ce que pour ceux et celles qui nous écoutent, donc, il est actuellement possible de découvrir de nouvelles espèces de Phytochoris et même de les décrire en cherchant et en farfouillant dans toutes les plantes qui nous entourent à la recherche de ces bestioles? Ou alors est-ce que la détermination de tous ces insectes est un petit peu nébuleuse pour le non-initié et ça reste quand même quelque chose qui peut être parfois considéré comme de niche? Là, je pense que la question que tu poses, c'est de toute manière une question qu'on peut replacer dans un contexte plus large de s'intéresser à la nature. Dans tous les groupes, soit dans les végétaux, les animaux, quand on va commencer à s'intéresser à ce qui nous entoure et particulièrement on va vouloir déterminer les espèces, par exemple les oiseaux qu'on a dans son jardin, on peut commencer par des choses très simples, par exemple déterminer les mésanges, c'est simple. Après, quand on va commencer à avoir, par exemple, un pouilleau au fond de son jardin, là, tout de suite, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Et puis, ça peut, on va dire, en repousser certains. Et donc, je dirais que l'introduction des punaises et l'introduction des insectes en général, s'intéresser aux espèces les plus communes, les plus grosses, c'est à la portée de tous. On peut clairement sortir avec son appareil photo ou un petit filet à papillons, etc. et aller découvrir le monde des insectes et des punaises. Après, pour tout ce qui est par description de nouvelles espèces, etc., ça va demander un investissement, on va dire, plus sérieux, plus vraiment basé sur de l'aspect très scientifique, tout ce qui est étude de la taxonomie, dissection des pièces génitales des espèces. Voilà, ça va être des choses plus poussées, mais au final, avec un peu d'investissement, on peut y arriver. D'accord, donc il y a peut-être des futurs descripteurs et descriptrices de punaises parmi nos auditeuristes. Ça, c'est super. Ouais. Et en tout cas, c'est sûr qu'il reste énormément d'espèces de punaises à décrire dans le monde. Après, en France, je pense qu'on arrive gentiment au bout, à voir ce que la génétique réserve comme surprise. Mais pour ce qui est de l'hémisphère sud et notamment des tropiques, il reste encore énormément de choses à découvrir, c'est sûr. Ok, donc voilà, rassuré. Mais il y a un autre truc, c'est qu'effectivement, on l'a dit, les punaises sont un petit peu mal aimées. Et le problème, c'est que même les plantes qui aiment les punaises, c'est en général des plantes également mal aimées. Petite anecdote, il y a quelques jours, on était, toi et moi, donc au parc du Vallon, à la Duchère, dans Lyon. On était en train de chercher parmi Galium apariné, donc le gaillet gratron, c'est la plante affreuse qui se colle comme un scratch sur les vêtements que tout le monde déteste.
Et là, sous nos yeux ébahis, Diroderès umbraculatus, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est une petite punaise bien sympa avec qui est foliacée, donc qui ressemble un petit peu à une feuille morte, très mignon. Et donc toi, t'étais complètement choqué par cette découverte. Et dans le bon sens, je veux dire. Mais comment on peut faire en fait pour réconcilier les habitants et les habitantes avec déjà les interactions plantes-animales? Parce qu'en fait, tout le monde, ou presque, je pense, préfère un joli rosier ornemental à un gaillet gratron. En fait, comment est-ce que tu penses qu'on peut aller au-delà de ça et essayer de changer à tout jamais l'œil du badaud, quoi? Ouais, c'est une question, c'est difficile à répondre. C'est presque plus de la sociologie à ce niveau-là. Mais finalement, c'est vrai que je pense qu'il faut essayer de prendre du recul sur ce qu'est, on va dire, l'esthétisme en ville, quoi. C'est quand on voit, moi personnellement j'ai un autre regard sur l'esthétisme et je trouve bien plus sympa d'avoir entre guillemets une mini recréation d'un milieu naturel comme nous avons pu voir dans ce parc où on a vraiment plutôt de la végétation indigène. Voilà, on voit les arbres, même les arbres qui sont autour, c'est plutôt pin sylvestre, frêne, chêne, etc. Alors c'est vrai que ça fait pas des fleurs roses et brillantes, mais je trouve que c'est un certain esthétisme de retrouver une part de la vraie nature, de la nature de chez nous en ville. Moi, je trouve ça plutôt joli. Et puis, il faut essayer justement de s'imaginer derrière toutes ces plantes indigènes, qu'est-ce qui s'engrange, quoi. C'est-à-dire que quand on favorise plutôt les plantes indigènes en ville, derrière, il y a tout un tas d'organismes qui vont répondre positivement à ça. Et ça va favoriser, par exemple, tout ce qui est faune indigène en ville au détriment de la faune exotique, qui est souvent plus gênante pour nous que la faune indigène. Ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que les écosystèmes qu'on crée avec les plantes exotiques, c'est globalement tout un tas de niches écologiques qui vont être relativement vides. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas d'organismes, par exemple phytophages associés, qui vont les consommer, on crée des ressources qui vont pas être consommées par notre faune indigène. Et ça, c'est dans la nature, voilà, tout s'équilibre, c'est normal. Et en réponse, il va y avoir des organismes exotiques qui vont occuper ces niches écologiques. C'est tout à fait normal. Donc ça peut être par exemple les organismes qui viennent de la zone d'origine de la plante. On voit par exemple avec le platane. Voilà, les platanes qu'on a plantés un peu partout en ville. Maintenant, il y a l'organisme qui les consomme dans leur région d'origine, qui est une petite punaise qui s'appelle le tigre du platane. Beaucoup de gens en ont peut-être entendu parler. Qui est venu en réponse, parce que voilà, on propose une niche écologique qui correspond à des écosystèmes qui sont pas de chez nous, donc forcément, en réponse, la faune qui l'occupe est une faune exotique, on va dire. Et souvent, elle est bien plus gênante, entre guillemets. Je sais pas ce que ça veut dire, mais souvent, elle va plus entraver nos activités humaines que la faune indigène. Et on notera que c'est pas commun de voir un tigre dans une niche, n'est-ce pas? Et est-ce que la diversité spécifique végétale, donc le nombre d'espèces différentes de plantes dans un milieu, t'as remarqué que c'était automatiquement lié à une diversité spécifique chez les punaises également? En gros, est-ce que plus il y a de plantes différentes, plus il y a de punaises, ou alors on a des contre-exemples? Non, il y a presque pas de contre-exemples. C'est absolument certain que une diversité végétale engendre une diversité maximale chez tous les organismes phytophages, les insectes phytophages. Et vu que les punaises sont en grande majorité des phytophages, ça va de soi qu'il y aura une diversité augmentée. Voilà. Après, des fois, un petit contre-exemple qu'on pourrait trouver, c'est que des fois, il faut des milieux, on va dire, d'une grande surface d'un certain type pour accueillir une espèce. Par exemple, certaines espèces qui vont être que dans les pelouses sèches, donc c'est tous ces endroits très thermophiles, ils vont avoir besoin d'une pelouse d'une certaine surface. Et forcément, une grande pelouse, ça peut être au détriment des buissons qui voudraient la recoloniser ou de la forêt qui pourrait la recoloniser. Et ça représente une diversité végétale autre. Mais de manière globale, pour répondre à ta question, oui, c'est totalement corrélé. Et donc là, on a parlé un petit peu de milieu urbain, d'espace naturel avec donc des pelouses sèches, t'as abordé les forêts, etc. Mais j'ai remarqué que chez les hétéroptéristes, donc ceux qui étudient les hétéroptères, ceux qui étudient les punaises, ceux et celles, ils ont un petit peu cette habitude de vouer un culte aux friches, un petit peu poubelle à ciel ouverte, etc. Puisque ce sont in fine des endroits propices à l'observation d'espèces en général, et donc de punaises, et notamment de plantes pas toujours si communes. À quoi une protection intégrale des friches comme un réservoir de biodiversité de punaises et de plantes à punaises? Est-ce que c'est possible selon toi?
on attend la consultation publique. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, mais au final, aux abords parfois des déchetteries, des dépôts, tout ce genre de trucs, on va avoir un sol qui est souvent mélangé, perturbé, enrichi, et une végétation, comme tu disais, qui est associée, qui est pas toujours commune. On peut dire soit une végétation nitrophile qui aime les sols riches, ou une végétation pionnière qui va aimer les sols justement souvent mélangés, nouvellement créés. Et sur cette végétation, comme on le disait avant, forcément, plus il y a de diversité végétale, plus on va avoir de diversité faunistique associée qui est importante, surtout chez les phytophages. Voilà l'intérêt des fois de ces zones-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut recouvrir une zone humide ou une pelouse par une décharge. À bon entendeur. Et, ouais. Et donc, j'imagine qu'il y a des punaises qui sont vraiment pas communes et qui sont même plutôt annonciatrices de milieux écologiques bien préservés. Ça, je pense que tu peux le confirmer. Ouais, alors les avantages des punaises en termes de bioindication, c'est un sujet qui a été relativement peu étudié, un petit peu. On peut parler par exemple du fait que au niveau des listes rouges, il n'y a pas de liste rouge par exemple pour les punaises. Donc les listes rouges, c'est les listes qui disent à l'échelle nationale comme internationale quelles espèces sont menacées. Donc ça n'existe pas pour les punaises. Et aussi pour les punaises, il faut dire que le fait que ça n'existe pas, c'est parce qu'on manque aussi de données historiques. Hein. Voilà, c'est le principe même d'un groupe méconnu, c'est que on manque de connaissances, on manque de données sur la répartition, sur l'écologie. Et donc, quand on donne une espèce comme étant rare aujourd'hui, on ne sait pas forcément pourquoi elle est rare. On va dire, on ne sait pas, par exemple, si elle était plus commune avant, parce qu'on manque de données. On ne sait pas si, par exemple, une espèce plutôt qui serait plus commune dans le sud et qu'on la trouve rarement ici, on ne sait pas si c'est parce qu'elle est remontée récemment ou alors au contraire, si c'est parce qu'elle est liée au milieu comme les pelouses, etc., qui sont plutôt menacées, et si elle est plutôt en régression. On manque, on manque on va dire, de background, on manque d'arrière-plan pour pouvoir déterminer pourquoi les espèces sont rares, etc. Après, c'est en bonne voie, quand même. Et est-ce que comment dans un effort de guerre général, on pourrait favoriser les punaises, nous autres habitantes de milieux urbains, que ça soit avec un balcon ou un jardin, peu importe. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait pour favoriser les punaises? Est-ce que t'as une réponse à ça? Ouais, je pense qu'on a plutôt bien déjà répondu à la question au fur et à mesure du podcast. C'est-à-dire la première étape, je pense, c'est de favoriser plutôt les plantes indigènes. C'est sur celle-ci qu'on va retrouver donc une faune également indigène, et en favorisant une diversité, en une diversité maximale de plantes, on aura une diversité maximale d'espèces. Après, il y a d'autres moyens, par exemple, si on peut avoir une petite mare ou un petit bassin, si on a l'espace, sans poissons, bien sûr, ça peut permettre de favoriser les punaises donc aquatiques. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais voilà, il y a tout un tas de punaises aquatiques, comme par exemple les araignées d'eau ou les notonectes. Et enfin, traiter le moins possible, hein, bien sûr, éviter tout ce qui est produits chimiques. Ça paraît simple, mais voilà. Très bien. Alors là, il nous reste pas beaucoup de temps, peut-être 2 minutes. Histoire que tout le monde soit d'accord. On avait déjà reçu sur ce podcast la chèvre et le chou. Des personnes au sujet donc des organismes mal aimés en ville et nuisibles, et donc il y avait eu un petit encart réservé aux punaises de lit. Est-ce que toi tu peux nous parler un petit peu du genre Simex là en quelques mots pour ceux et celles qui attendent ça avec impatience? Bien sûr. C'est vrai que oui, moi-même quand je parle des punaises, c'est souvent un petit peu le premier réflexe, et comme tu disais, c'est une part infime de la diversité des punaises en France. Mais bon, le genre Simex, en gros, on suppose qu'à la base, c'était des punaises qui étaient donc sur les chauves-souris. Et d'ailleurs, il y en a encore aujourd'hui qui sont sur les chauves-souris. Que quand on habitait dans les grottes, elles se sont peu à peu habituées à nous. Et donc, on a 2 espèces de punaises à proprement parler de lit, qu'on retrouve surtout sur l'homme, mais aussi ponctuellement sur les chauves-souris. Dans les Simex, on a également 2 espèces qui sont uniquement sur les chauves-souris.
Et après, on a également une espèce qui est dans les nids des colombidés, donc tout ce qui est pigeons, tourterelles. Et on a une espèce qui est également sur les hirondelles, voilà, dans les nids d'hirondelles. Donc c'est des espèces qui sont toutes hématophages, elles consomment du sang. Et voilà, après elles font partie de la diversité au même titre que les autres. Il faut les aimer avec autant d'amour que les pandas et les dauphins. Non, peut-être pas. Bon, merci en tout cas Nicolas pour cet échange. Au plaisir et à très bientôt. À bientôt. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.